Vous écoutez RCF, il est 18h10, c'est l'heure du 18-19 régional, émission spéciale ce soir. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 18-19 régional, délocalisé le temps d'une soirée au musée des Confluences de Lyon pour vous présenter la nouvelle exposition temporaire qui ouvre demain, baptisée Jusqu'au bout du monde, regard missionnaire. Une centaine d'objets ramenés d'Asie, d'Océanie, d'Afrique par les missionnaires catholiques, ce pendant un siècle et issus des collections de l'œuvre pour la propagation de la foi, une structure fondée par la lyonnaise Pauline Jaricot. Pour en parler avec nous ce soir, 3 invités que je vais vous présenter dans un instant et qui seront en plateau pendant la majeure partie de l'émission. Alors vous l'avez compris, avec cette émission spéciale, pas d'invité politique ce soir, comme depuis 2 semaines, mais on parlera quand même des élections régionales dans quelques instants sur le thème du sport dans le Puy-de-Dôme. Le 18-19, c'est aussi un journal régional à 18h30, présenté ce soir par Charlotte Mongibaud. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Jean-Baptiste et bonsoir à tous. À la une ce soir, le baccalauréat, malgré la chaleur, les terminales ont passé leur épreuve de philosophie ce matin et les premières, l'épreuve anticipée de français. Cette année, pour les notes les plus basses, celles du contrôle continu seront privilégiées. C'est un rendez-vous incontournable en Isère et pourtant la foire de Beaucroissant n'aura pas lieu cet automne. 4e annulation depuis le début de la crise. Cette fois-ci, c'est le pass sanitaire qui rend trop compliqué l'organisation de cette foire agricole. Et puis dans le Puy-de-Dôme à Ambert, la sous-préfecture a été évacuée ce midi après l'intrusion d'une trentaine de manifestants. Et enfin, côté météo, aujourd'hui, les fortes chaleurs annoncent des orages prévus demain en Savoie et dans l'Allier. À tout à l'heure Charlotte, ce sera le bac de philosophie qui fera votre ouverture, on l'a compris. Alors pour terminer cette émission, on repartira à Lourdes également pour continuer notre feuilleton avec les pèlerins du diocèse de Lyon, dans une cité mariale bien moins fréquentée que d'habitude dans ce contexte sanitaire. Le 18-19 régional en direct depuis le musée des Confluences de Lyon, c'est jusqu'à 19h et c'est sur RCF. Le 18-19, présenté par Jean-Baptiste Cocagne. Et avant de plonger dans cette exposition du musée des Confluences, on va faire un petit stop sur les élections régionales comme tous les soirs dans le début de cette émission. On va continuer de s'intéresser aux enjeux de ce scrutin dans les territoires et aujourd'hui, focus sur le soutien de la région aux clubs sportifs d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et on va en parler avec un exemple concret, celui du Clermont Foot. C'est donc à Clermont, évidemment, qu'on va retrouver Thomas Loret. Bonsoir Thomas. Bonsoir Jean-Baptiste, bonsoir à tous. Alors la région Auvergne-Rhône-Alpes qui accompagne financièrement les clubs et notamment pour l'acquisition ou la rénovation d'équipements sportifs. Oui, et le Clermont Foot ne manque pas de projets en la matière puisque le stade Montpied doit être remis aux normes suite à la montée en Ligue 1. Des premiers travaux vont d'ailleurs avoir lieu cet été avec notamment l'ajout d'une tribune provisoire pour porter la capacité à 13 000 places. Il s'agira aussi de refaire tout l'éclairage, la vidéosurveillance ainsi que la pelouse. Mais plus globalement, il était déjà question d'une extension du stade Gabriel Montpied et c'est là que la région entre en jeu, j'y reviens dans un instant. Mais d'abord posons un peu le décor. Ce projet qu'on appelle ici le projet du grand stade, il a pour objectif de pouvoir accueillir à terme 30 000 spectateurs. Il se déroulera en 3 phases avec à chaque fois l'ajout d'une nouvelle tribune. Et on imagine Thomas que ça va demander du temps et évidemment des moyens. Oui, la phase 1 d'ailleurs sera lancée en 2022 après le lancement des marchés pour les travaux. Elle consistera à construire la tribune Est de 6 000 places qui intégrera des vestiaires aussi et des espaces réceptifs ainsi qu'une salle de presse et un gymnase. Il y aura aussi des aménagements extérieurs, notamment un parvis et des aires de stationnement. Le coût total de cette phase 1 à elle seule est estimé à 29,8 millions d'euros. 16 millions d'euros seront pris en charge par Clermont Métropole. La région Auvergne-Rhône-Alpes, elle, participera à hauteur de 6,3 millions d'euros. C'est tout de même 21% de la somme finale. On peut dire donc que c'est pas rien et on pourrait même difficilement se passer de cette part de financement sur un projet d'une telle ampleur. Alors effectivement, mais on imagine que la région trouve justement son intérêt également si elle finance ce type de structure. Et oui, pour plusieurs raisons d'ailleurs. D'abord l'attractivité du territoire, car faire venir la Ligue 1, c'est forcément plus de visibilité médiatique pour l'Auvergne, avec de plus grosses audiences, notamment lors de la retransmission des matchs à domicile. Il y a aussi le côté attractivité économique avec les supporters, les staffs ou encore les joueurs des autres équipes qui feront le déplacement. De quoi faire tourner les commerces et les services de la métropole qui toucheront ainsi un nouveau public. Ce nouveau stade, il est d'ailleurs aussi pensé comme un futur pôle d'attractivité
activités touristiques au nord de Clermont-Ferrand. En revanche, il faudra se montrer patient. La phase 1, elle, ne devrait pas s'achever avant 2024 et on rappelle qu'il en reste 2 autres à suivre ensuite. Et puis être patient aussi concernant le retour au stade et des stades pleins à craquer, c'est pas encore pour tout de suite. Alors on parle d'un exemple emblématique avec ce Clermont Foot, mais Thomas, ce n'est pas le seul type de club soutenu par la région. Non, Auvergne-Rhône-Alpes effectivement soutient tout type d'associations sportives de toutes les tailles et dans toutes les disciplines. On en compte d'ailleurs plus de 130 000 sur toute la région, avec plus de 600 000 habitants qui y pratiquent une activité régulière. Alors le sport, c'est donc une compétence dont on a très peu entendu parler durant la campagne des régionales, peut-être parce qu'il s'agit en fait d'une compétence partagée avec les autres collectivités, notamment les départements. Mais vous l'aurez compris, là aussi, les régions peuvent agir de manière significative. Ça fait partie tout simplement de leur mission en faveur de la promotion du sport au service de la santé et du sport pour tous, mais aussi en termes de développement des activités en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire. Eh bien, merci beaucoup Thomas. Le soutien des régions aux infrastructures sportives, c'était votre clin d'œil sur cette compétence spécifique du Conseil régional. Et on le rappelle, le premier tour, c'est donc ce dimanche. On n'a pas d'invité politique avec cette émission spéciale, mais demain, ce sera Najat Vallaud-Belkacem qui sera notre invité pour la dernière tête de liste que l'on recevra. Merci beaucoup Thomas. Et puis tout de suite, on revient donc au musée des Confluences pour vous présenter cette nouvelle exposition temporaire qui commence ce week-end. Jusqu'au bout du monde, regard missionnaire, c'est donc le titre de cette nouvelle exposition temporaire proposée par le musée des Confluences de Lyon. Elle ouvre précisément demain et elle sera visible pendant presque un an jusqu'au 8 mai 2022, ça vous laisse du temps, pour voir une centaine d'objets, des vêtements, des maquettes de bateaux, des hôtels funéraires, des figurines, des instruments de musique. Autant d'objets collectés par les missionnaires catholiques à travers le monde et issus des collections des œuvres pontificales missionnaires créées sous l'impulsion de Pauline Jaricot à Lyon au début du 19e siècle, 1822. Des objets qui sont autant de portes d'entrée sur des cultures d'Asie, d'Océanie, d'Afrique, parfois même les seuls restes de civilisations aujourd'hui disparues. Alors pour vous présenter cette exposition, 3 invités avec moi autour de la table ce soir. Tout d'abord, Hélène Lafont-Couturier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice du musée des Confluences. C'est vous qui nous accueillez ce soir pour cette émission spéciale. Claude Prudhomme à vos côtés. Bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Lumière Lyon 2, membre du comité scientifique qui a préparé cette exposition et vous êtes par ailleurs spécialiste de l'histoire des missions. C'est ce qui va nous intéresser particulièrement ce soir. Et enfin, Gaëtan Boucharlat de Chazotte. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous également. Vous êtes secrétaire général des œuvres pontificales missionnaires, les OPM, on aura peut-être ce terme pendant l'émission, pour la France, et les OPM qui sont propriétaires de ces objets pour cette exposition via l'œuvre pour la propagation de la foi, une nuance que l'on détaillera peut-être tout à l'heure. Alors Hélène Lafont-Couturier, tout d'abord, en tant que directrice, pourquoi avoir voulu présenter au public une partie de cette collection déposée par les OPM au musée Guimet en 1979, aujourd'hui devenu le musée des Confluences ? Le musée, en fait, a pour mission de valoriser les collections qu'il conserve. Et effectivement, depuis 1979, c'est près de 2300 objets qui nous ont été déposés par les œuvres et que nous conservons. Et en fait, c'était revenir aussi sur une des racines de ce qu'est le musée des Confluences. En fait, le musée des Confluences est l'héritier de plusieurs musées lyonnais aujourd'hui disparus. Le Muséum d'histoire naturelle, le musée Guimet, qui, rappelons-le, lorsqu'il ouvre en 1979, est un musée des religions. Et puis, le musée colonial créé par Édouard Herriot en 1927. Et la 4e racine, c'est cette collection déposée en 1979. Ce sont des objets absolument formidables, des objets rares. Des objets en fait que l'on ne trouve pas forcément dans d'autres types de collections. C'est des objets qui sont rapportés ou qui sont envoyés par les missionnaires pour à la fois parler de la mission, du travail qu'ils font dans la mission, mais aussi c'est une ouverture, un regard sur le monde, sur la civilisation, la culture dans laquelle ils se trouvent. Et il nous fallait présenter cette collection puisque c'est une des racines de ce qu'est cette institution aujourd'hui. Mais pourquoi tous ces objets de par le monde, je les énumérais un peu les grandes catégories, pourquoi par exemple un manteau a un intérêt pour le public lyonnais aujourd'hui en 2021 ?
En fait, cette exposition, c'est une forme de voyage à travers le monde, effectivement, on commence avec l'Océanie et puis on va aller jusqu'au bout du monde, puisqu'on termine avec la Terre de Feu. Alors pourquoi effectivement cette robe? Je vois bien la robe dont vous parlez, c'est une robe chinoise avec un motif de dragon. 2,20 m d'envergure, hein, une grande robe bleue. Oui, bleu, effectivement. 2,20 m, vous avez le compas dans l'œil, je remarque. J'ai surtout préparé cette émission. Non, le missionnaire qui a envoyé cette robe, en fait, très souvent, les missionnaires ont dû s'adapter, en fait, et notamment pour ce missionnaire porter l'habit. Alors, dans quelles conditions il a eu cette robe qu'il n'a pas portée, je précise, et qu'il a envoyée? C'est pour témoigner d'une culture qui était encore très peu connue en Europe. Donc, je crois que ces missionnaires, en envoyant des objets, parce qu'on pense bien évidemment aux objets cultuels qui sont souvent donnés lors d'une conversion, mais il y a des objets usuels qui témoignent du quotidien, d'une façon de vivre, et ça, c'est tout d'un coup une formidable ouverture au monde. Gaëtan Bouchard-Lachazotte, comment ces objets ont atterri dans la collection du musée Guimet en 1979 ? Ils étaient dans un autre musée auparavant, expliquez-nous. Alors effectivement, l'œuvre de la propagation de la foi, en collectant ces objets, avait très vite décidé de les montrer au public, et donc il s'était constitué un musée à la mesure de l'œuvre. C'était surtout la salle du conseil de l'œuvre de la propagation de la foi qui servait de lieu d'exposition. Rue Sala, dans le 2e arrondissement de Lyon, où nous avons toujours, où se situait le siège international des œuvres pontificales missionnaires et où nous avons toujours le siège national aujourd'hui. Et ces objets, bien sûr, nous n'avions plus la capacité de les conserver. Ils ont été stockés dans des caisses. Il y a eu de nombreuses années de réflexion pour savoir ce qu'il était possible d'en faire. Et finalement, une décision de dépôt au musée d'histoire naturelle. Et c'est une vraie chance, puisque grâce à ce dépôt, ces objets ont trouvé une nouvelle vie. D'abord parce qu'ils sont entretenus, ils sont conservés dans des conditions optimales, et puis ils sont aussi montrés dans le cadre de l'exposition permanente, où grâce à cette exposition temporaire, nous avons la chance de pouvoir dire quelque chose de la véritable activité missionnaire, et peut-être de transformer le regard des visiteurs sur ce qu'on croit avoir été la mission à cette époque-là. On va y revenir, mais effectivement, il y avait dès le départ, dans le cahier des charges, on va dire, du missionnaire, cette idée de collecter, d'envoyer, de rapporter ces objets. Alors Claude Prudhomme, vous qui êtes spécialiste de l'histoire des missions, peut-être un petit point originel, quand on parle des missionnaires catholiques, on parle de qui exactement ? Alors, si on regarde cette collection et quand on fait le parcours, on verra qu'il s'agit essentiellement de missionnaires hommes, c'est-à-dire de prêtres, parce que c'est eux qui, dans la mission, ont l'autorité, prennent les décisions et gèrent l'ensemble. Mais bien sûr, ils ne sont pas toute la mission. Si on regardait les statistiques, on verrait qu'ils sont très minoritaires, qu'il y a en plus pas que des prêtres, il y a aussi des frères, et puis surtout qu'il y a beaucoup plus de religieuses que de religieux. Mais les choses font, pour des raisons qui seraient compliquées à expliquer, qu'on ne s'explique pas toujours d'ailleurs totalement, que ce qu'on met en avant, parce que ce sont eux qui écrivent, qui parlent, qui se font connaître, et ceux qui rapportent des objets ou qui ensuite montrent ces objets à leurs contemporains, ce sont essentiellement les prêtres missionnaires qui appartiennent à des sociétés, des congrégations qui sont encore aujourd'hui très connues et très actives. Je vais citer, pour dire quelque chose aux éditeurs, 2-3 noms seulement: les Pères Blancs, les Spiritains, les Jésuites, les Capucins, tout le monde connaît ces noms. Et donc des noms qu'on revoit un peu partout au fil de l'exposition. Ce sont donc des jeunes hommes en majorité, européens, j'allais dire oui, jeunes hommes, et qui partent souvent le temps de toute leur vie à l'autre bout du monde. Alors ça dépend des périodes, mais celles que nous avons retenues ici, ce sont essentiellement les débuts, c'est avant la Première Guerre mondiale pratiquement. Ils partaient avec l'idée qu'ils ne reviendraient pas. Les choses évolueront plus tard, progressivement, quand on pourra faire plus facilement des trajets en bateau, notamment, pour revenir pendant un congé. Mais l'idée dans laquelle il part, c'est bien d'un départ sans retour. On se donne, on y va pour donner sa vie au service de ce qu'on considère comme le plus important, à savoir les amener au christianisme,
avec la foi que cela suppose. Puisque évidemment c'est tout cela, hein, derrière, on part pour propager la foi et l'idée de convertir la population indigène, en tout cas dans un premier temps. On verra que dans parfois, un premier temps, et les préjugés peut-être aussi autre chose. Les préjugés peuvent évoluer et on y reviendra dans cette émission. Hélène Lafont-Couturier, on parle d'objets missionnaires, de regards missionnaires dans le titre de cette exposition. Est-ce que c'est un sacré pari que de présenter finalement une exposition à caractère religieux dans un espace public? La collection, elle a été confiée à un établissement public qui est laïque. Et le fait religieux, en fait, fait partie des sujets que l'on traite dans le musée. Il est présent dans les salles permanentes. Il est présent, en fait, dans de nombreuses expositions. C'est aussi le rôle du musée. Puis nous avons une médiation aussi sur les croyances qui est proposée depuis l'ouverture du musée, qui remonte déjà maintenant à fin 2014, vous voyez. Et finalement, ce qui est aussi étonnant, c'est qu'à travers ces objets ramenés par des catholiques, on aborde tous les rites et plusieurs religions, finalement. C'est ça aussi l'idée. Alors, on aborde les religions, on aborde aussi des modes de vie, on aborde des aventures humaines, on aborde la vie, en fait. Le quotidien. Certains objets, on l'a vu avec vous, Gaëtan Bouchard-Letchazotte, étaient peut-être pas conservés dans des conditions optimales jusqu'en 1979. Est-ce qu'il y a eu tout un travail scientifique aussi, Hélène Lafont-Couturier, pour prendre soin, voire peut-être pour restaurer certains objets, certaines pièces? Il y a eu tout un travail. Alors, il y a eu un travail scientifique de connaissances et d'études des collections, notamment, et encore des objets sur lesquels des études sont en cours et prendront encore du temps. Il y a eu tout un travail de dépoussiérage pour certains objets, un travail de restauration pour d'autres, de soclage aussi. C'est-à-dire mettre sur socle? Oui. Soclage, c'est ça? Oui, c'est finalement un métier indispensable au monde de l'exposition, parce qu'un objet, il faut le mettre en valeur et il faut qu'il se tienne... qu'il soit à son avantage lorsqu'il soit présenté. Et ça, c'est le travail du soclage. Effectivement, la robe dont vous parliez tout à l'heure est également... il y a eu tout un travail de soclage qui permet étend ses bras et qui permet de voir ces fameux 2,20 m d'envergure. Ça va être Absolument. le chiffre qu'on va retenir. D'ailleurs, avant d'aller un peu plus en avant dans cette exposition, vous venez de la découvrir tous les trois. On la présente en avant-première ce soir. Ça ouvre au public demain. Est-ce qu'il y a une œuvre qui vous a particulièrement touché dans cette exposition, Gaëtan Bouchard-Letchazotte? Alors, une œuvre qui m'est touchée, enfin, toutes sont touchantes. Je trouve qu'on retrouve très, très bien l'ambiance. Enfin, c'est très intéressant d'entrer en se retrouvant dans la salle du conseil de l'œuvre de la propagation de la foi où étaient exposés ces objets. Et on retrouve immédiatement un hôtel qu'on voit sur cette photo et l'hôtel est là pour nous accueillir. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup un hôtel de sens. funéraire bouddhique, je crois. Exactement, c'est ça. Oui, c'est un objet très intéressant, relativement important. Et on voit très bien que l'œuvre de la propagation de la foi n'était plus en capacité d'entretenir et de présenter ces objets, parce que finalement, dans cette salle de conseil, c'est un peu un fouillis. Enfin, je veux dire, tout est entassé sans que ça soit véritablement organisé, ni même bien présenté. Donc, voilà, de toute façon, tous les objets sont très marquants et très touchants. Donc, le premier objet, l'hôtel funéraire pour Gaëtan Bouchard-Letchazotte. Pour vous, Claude Prudhomme, objet qui vous émeut peut-être? Paradoxalement, ce qui m'a le plus étonné, parce que là, c'est vraiment une trouvaille qui a été faite par l'équipe de préparation du musée, c'est d'ouvrir le parcours par une vidéo qui rappelle dans quelles conditions on a ramené de Lyon le corps de Monseigneur Pompalier, qui est à l'origine de la naissance des missions en Nouvelle-Zélande, parce qu'on voit justement un peu l'inverse, c'est ce qu'on a, nous, spontanément, tendance à seulement repérer, savoir le mouvement des missionnaires qui vont vers ces pays. Mais pour préciser, il était considéré comme un Maori parmi les Maoris. C'était une véritable assimilation locale. On voit qu'ils viennent les chercher parce qu'ils le considèrent comme un ancêtre, alors on dirait dans notre vocabulaire un ancêtre dans la foi, mais cette espèce de réappropriation. Et c'est ce mouvement-là qui est intéressant et qu'on pourrait reprendre un peu pour tous les objets. Ces objets prennent une signification pour eux-mêmes, au-delà parfois peut-être d'ailleurs de ce que même les missionnaires pouvaient imaginer. Parce que c'est surtout des histoires de personnalité, c'est ce qu'on verra des histoires d'hommes et de femmes. Juste après le journal régional. Rapidement, Hélène Lafont-Couturier, vous, une œuvre qui vous a marqué plus qu'une autre?
Moi, j'adore l'appui nuque qui avait été offert à Monseigneur Pompalier, dont vient de parler Claude Prudhomme, par le roi de Wallis lors le jour de son baptême. Donc roi maori et un appui nuque, c'est-à-dire on a l'impression un petit tabouret pour poser sa nuque si on est couché. Oui. Ça vient relever la tête, hein, c'est à peu près ça. Ça permet effectivement de garder la tête en dehors du sol, ça permet à l'air de circuler, ça favorise les rêves aussi, et ça permet de protéger une coiffure un peu élaborée. Vous restez avec nous tous les trois, on va continuer à vous parler de cette exposition au musée des Confluences jusqu'au bout du monde, regard missionnaire, mais ça ce sera juste après le journal régional. À tout de suite. Lorsque la peur nous tenaille, osons crier vers celui qui peut nous apaiser. Le Christ a vaincu la mort et toutes les forces du néant. Il nous invite à croire en la force de sa parole. C'est tout l'enseignement de l'évangile de ce dimanche, le fameux épisode de la tempête apaisée chez Marc, que Béatrice Soltner et son invité, Sébastien Anthony, vont commenter dans Enfin une bonne nouvelle. Rendez-vous ce jeudi à 22h. RCF, il est 18h30. Et à la une du journal régional ce soir, les épreuves du baccalauréat, les terminales ont philosophé ce matin et les premières ont passé leur épreuve anticipée de français dans un contexte particulier puisque les règles de cet examen n'étaient pas les mêmes que d'habitude. En Isère, mauvaise nouvelle, la foire agricole de Beaucroissant n'aura pas lieu cet automne. L'instauration d'un pass sanitaire serait trop contraignante pour l'organisation de cet événement. Direction l'Ardèche en fin de journal, on se rendra dans la bibliothèque des archives diocésaines. Une vente exceptionnelle de livres régionaux est organisée pour financer des travaux dans le diocèse. Et puis côté météo, les températures vont continuer de grimper. Oui, c'est encore possible. Demain, des orages attendus en Savoie et dans l'Allier. RCF Lyon, le journal. Charlotte Mongibaud. Et avec vous, Charlotte Mongibaud, ce soir, tout d'abord, avant tout, la canicule. Le Rhône est le seul département de la région à être placé par Météo France en vigilance orange aux orages aujourd'hui. Tous les autres, l'Isère, l'Allier ou encore l'Ardèche, sont en vigilance jaune avec des températures toujours au-dessus des normales de saison. Et avec ces températures, difficile de plancher sur des examens. Et pourtant, les épreuves de baccalauréat, de philosophie et de français, c'était aujourd'hui. Après une année particulière, une année marquée par des cours en partie en distanciel et des nouveautés pour ce baccalauréat 2021. Pour la philosophie, par exemple, 4 sujets ce matin au lieu de 3. La possibilité aussi de prendre la note du contrôle continu si la note finale à l'examen est trop basse. Alors pour le professeur de philosophie au lycée Vaugelas à Chambéry, Laurent Bachelet, ces changements permanents ne sont pas idéaux pour passer le baccalauréat. C'est une situation extrêmement problématique, extrêmement clivante. C'est ça le plus triste, je dirais. C'est que les équipes d'enseignants sont partagées. C'est clivant aussi chez les élèves. Les élèves eux-mêmes ne savent pas trop quoi en penser. Alors, il y en a qui se rangent du côté de c'est inacceptable, ça ne devrait pas être ainsi. Et d'autres qui se disent on va faire avec. Et on va essayer aussi de faire avec de nouvelles conditions de correction. C'est ça qui est extrêmement dur pour les enseignants, puisque maintenant, nous allons corriger directement les copies sur Internet, sur un site, sur les ordinateurs. En fait, nous n'aurons plus les copies au format papier. Je pense que ça aussi, c'est un changement profond de nos conditions de travail. Et c'est sûr que ça peut pas aller sans soit un accompagnement, soit au moins un temps d'écoute et de compréhension. Et les terminales se préparent maintenant pour le grand oral. Ce sera à partir de lundi. C'est la nouvelle épreuve de culture générale voulue par la réforme du baccalauréat. Manifestation ce matin à Lyon. Quelques centaines de personnes ont battu le pavé contre la réforme de l'assurance chômage. Ils dénoncent la baisse des indemnités pour les travailleurs précaires, alors que certains pans d'activité ont encore du mal à redémarrer. C'est le cas du tourisme. La réforme doit entrer en vigueur à partir du 1er juillet. Et dans le Puy-de-Dôme, ce midi, la sous-préfecture d'Ambert a été évacuée. Une trentaine de personnes s'est introduite dans les locaux en soutien à une personne en situation irrégulière. Les forces de l'ordre sont intervenues et le préfet du Puy-de-Dôme condamne fermement cette intrusion. Les salariés d'Auchan à Saint-Étienne et à Villars dans la Loire sont appelés à faire grève demain. Certains veulent débrayer pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. Une gestion du personnel et du magasin de moins en moins humaine, selon eux. Les ressources humaines se font désormais sur une interface numérique et ils s'opposent à la généralisation des caisses automatiques. Une caisse sur 2. Près de 800 employés travaillent dans ces magasins. C'est un rendez-vous incontournable en Isère, malheureusement à nouveau annulé à cause de la crise sanitaire. La foire d'automne de Beaucroissant n'aura pas lieu en 2021. C'est la plus grande foire agricole de France. Elle
a fêté ses 800 ans en 2019, mais depuis la crise, Beaucroissant a dû renoncer à 4 de ses éditions. Ce matin, la mairie a annoncé que l'édition de septembre était rendue impossible par l'obligation du pass sanitaire. Isabelle Delahaye est régisseuse de la foire. Comme notre foire aurait dû se tenir les 10, 11 et 12 septembre, on était dans l'obligation de vérifier les passes sanitaires de toutes les personnes entrant sur le champ de foire à partir de 11 ans, à partir du moment où on accueillait plus de 1000 personnes. Donc autant vous dire que la foire rentrait vraiment dans ce cadre-là et que nous, notre problématique, c'est qu'on a un champ de foire complètement ouvert puisque la foire se tient en cœur de village et qu'on a des entrées qui sont multiples. Ce qui nous aurait demandé d'avoir des postes de contrôle des passes à au moins 11 entrées identifiées. Sachant que il y a même des habitants qui habitent sur le champ de foire, donc le contrôle est impossible. Il nous aurait fallu du personnel de manière démultipliée. C'est un événement grand public. Ça veut dire que si vous êtes une famille que les 2 parents sont vaccinés mais que les enfants ne le sont pas, on fait quoi? On laisse les enfants dehors? Enfin, c'était pas envisageable. Aujourd'hui, il est difficile d'estimer les pertes que ces annulations représentent pour les organisateurs, mais beaucoup des partenaires affirment devoir faire face à des situations financières très délicates. Du côté des viticulteurs français, en revanche, une bonne nouvelle. Un accord a été trouvé entre la France et les États-Unis sur le litige qui oppose Airbus à Boeing depuis 17 ans. Les droits de douane punitifs sont suspendus pendant 5 ans, notamment les droits de douane américains sur le vin français. Alors en Savoie, le marché américain représente la moitié des exportations de vin. De quoi ouvrir de nouvelles perspectives pour Franck Berculès. Il est responsable de l'export pour le comité interprofessionnel des vins de Savoie. C'est un marché que nous apprécions parce que c'est un marché mature et puis c'est un marché qu'on travaille déjà depuis environ 6 ans grâce au fonds France Agrimaire qui nous permettent aller démarcher un petit peu les marchés, gagner en notoriété auprès de la presse, mais aussi faire que nos adhérents puissent vendre du vin facilement aux États-Unis. Du coup, cette nouvelle nous permet d'envisager des nouvelles perspectives. Et puis surtout, on a un petit peu le vent en poupe en ce moment sur ce marché nord-américain, mais aussi plus précisément sur les États-Unis, puisque en tant que petite région viticole, la deuxième plus petite région viticole en appellation d'origine protégée de France, juste devant le Jura, on a quand même une chance en ce moment d'être sur ce marché un petit peu de niche, de rareté, de montagne, ces vins un peu rares, un peu confidentiels. Et ça, c'est vrai qu'en ce moment, ça plaît beaucoup aux Américains, et notamment, je dirais, sur un marché plus confidentiel, caviste, restaurateur, mais un petit peu de grande distribution aussi. Donc c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle que nous accueillons avec plaisir. Des propos recueillis par Delphine Gonnet. Après 7 jours de quarantaine, le Premier ministre Jean Castex est en ce moment même à Lyon. Il est venu soutenir le candidat LREM à l'élection régionale Bruno Bonnell. Son meeting de campagne est au stade de Gerland et vient de démarrer à 18h. Et aussi l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, de passage à Lyon mardi, en avait profité pour apporter son soutien à Bruno Bonnell. Bruno Bonnell, le candidat, est en 3e position dans les sondages. Un projet de loi vient d'être présenté pour améliorer le sort des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance. Présenté hier au Conseil des ministres avec notamment l'interdiction de l'accueil des mineurs à l'hôtel, un mode d'hébergement jugé inadapté. En parallèle, un ancien enfant placé, Gauthier Arnaud Melchior, a lancé une tournée en France pour recueillir la parole de ses enfants. Il était dans l'Allier hier pour rencontrer les membres du Haut Conseil aux enfants placés. C'est le seul haut conseil de ce type en France. Ce sont une trentaine de jeunes âgés de 10 à 21 ans qui font remonter les difficultés qu'ils rencontrent. Julia a 16 ans et elle revient sur un point capital. Ce qui est ressorti le plus, c'est la question justement des liens familiaux. Est-ce qu'on doit laisser l'autorité parentale à des parents qui ne la mériteraient pas ou qui l'utilisent à mauvais escient ? Et ceux qui disaient oui, on peut garder l'autorité parentale quand même parce que c'est important pour les parents, ils ont plus que ça. Ça dépend en fait des situations parce que chaque situation a ses subtilités. Il y en a qui ont des parents qui sont un peu plus flexibles, où ils ont du lien avec eux, donc dans ces cas-là, oui, ils peuvent garder l'autorité parentale. À l'issue de sa consultation auprès de tous les services sociaux d'aide à l'enfance, les jeunes confiés qui le souhaitent se retrouveront en septembre au ministère des Solidarités et de la Santé afin d'écrire une charte des droits des enfants confiés. Direction l'Ardèche en cette fin de journal pour une vente de livres organisée par le diocèse. Des livres issus de dons et qui permettront au diocèse de récolter de l'argent pour financer les travaux des bibliothèques. Le détail avec Daniel Gay, il est archiviste du diocèse de Viviers. L'argent, les recettes que nous faisons participent à la
restauration, rénovation de cette grande bibliothèque de l'ancien grand séminaire. Parce que il y a 3 grands travaux. Il y a d'abord le catalogage. Le catalogage de 40 000 volumes, c'est un gros travail. Ce chantier, ça coûte de l'argent, c'est pris en charge par le diocèse. Ça sert aussi à d'autres choses, à la restauration des livres. Ces restaurations coûtent effroyablement cher. Voilà, à quoi sert cet argent des ventes. Et on a cette année beaucoup de livres parce qu'avec les divers confinements, en Ardèche, il n'y a pas eu de vente de livres de tout 2020 et le début 2021. C'est pour ça qu'on s'est décidé à organiser pour nous-mêmes. Une vente exceptionnelle de livres régionaux, ce sera donc le samedi 19 juin prochain de 10 à 17h à la maison diocésaine à Viviers. Et on termine avec la météo, Charlotte. Demain matin, des éclaircies partout dans la région. Quelques légères averses sont attendues dans le nord de l'Allier, à Montluçon ou encore à Moulins, ou encore dans le sud de l'Ardèche, des averses. Demain après-midi, des orages dans l'Allier et dans le nord de la Loire, autour de Roanne. Des orages également dans toute la Savoie. Dans le sud de l'Ardèche et dans le sud de la Drôme, on attend de la pluie demain après-midi. Les températures sont toujours très hautes. Demain matin, 20 à Ambert, 21 au Puy-en-Velay, 22 à Chambéry, 23 à Clermont-Ferrand, 24 à Privas et 25 degrés à Lyon. Et demain après-midi, 28 degrés à Saint-Étienne, 29 à Roanne ou à Oyonnax, 30 à Dieulefit et 32 dans les monts du Lyonnais. Ce samedi, il fera très beau également, très chaud. Merci beaucoup Charlotte, vous aurez le temps de nous en parler demain. On rappelle les alertes Météo France également. Le Rhône en vigilance orange aux orages aujourd'hui et puis vigilance jaune pour l'Isère, l'Allier ou encore l'Ardèche. Merci beaucoup Charlotte, on se retrouve demain donc. Et tout de suite on va continuer de vous présenter la nouvelle exposition du Musée des Confluences avec cette émission spéciale sur place. Ça s'appelle Jusqu'au bout du monde, regard missionnaire. Les grands événements passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans Les Racines du présent, Frédéric Mounier et ses invités traitent un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Sur quelques mois ou plusieurs siècles, ils retracent des faits marquants et mettent en lumière leurs incidences dans notre quotidien. Les Racines du présent, c'est chaque jeudi à 21h. Et nous revoilà depuis le musée des Confluences de Lyon avec cette exposition qui commence demain, nouvelle exposition temporaire jusqu'au bout du monde, regard missionnaire, à voir jusqu'au 8 mai 2022. Et pour en parler avec nous, 3 invités autour de la table. Gaëtan Bouchard-Lachazotte, secrétaire général des OPM, les œuvres pontificales missionnaires pour la France. Claude Prudhomme, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Lumière Lyon 2 et Hélène Lafont-Couturier qui est directrice de ce musée des Confluences. Alors on a parlé de ces objets, peut-être revenir sur la façon dont ils ont été collectés. Claude Prudhomme, comment ça se passait ? Est-ce que c'était des dons ? Est-ce que c'était des commandes des missionnaires ? Comment ils se sont retrouvés avec ces objets dans les mains ? Ces objets ont évidemment une histoire, parce que les raisons pour lesquelles on les collecte ne sont pas du tout les mêmes au début de la période qu'on envisage et puis à la fin. Au tout début, le but est essentiellement de montrer aux gens qui s'intéressent aux missions ce qu'est la vie du missionnaire et ce qu'il apporte à ces populations. Il y a donc un aspect qui aujourd'hui nous paraît très prosélyte. Ils étaient d'ailleurs très souvent destinés à des musées propres aux sociétés missionnaires elles-mêmes. Chaque congrégation avait son musée. Les protestants et les catholiques faisant exactement la même chose. Et puis progressivement, on voit cet intérêt s'élargir et se déplacer, avec la volonté d'abord de le montrer à un public qui n'est pas seulement du petit groupe, celui du petit groupe qui organise la mission, mais d'un public de gens qui s'intéressent à ces pays-là. Et ensuite, au fur et à mesure que les années passent, ces objets prennent en quelque sorte une valeur pour eux-mêmes et comme trace et témoignage d'une relation qui s'établit entre les missionnaires, les populations et le retour de cette relation. C'est-à-dire qu'avec le retour des objets, c'est une sorte de conversation qui commence et qui se continue jusqu'à nos jours. Et dès le début, il y avait cette idée aussi de raconter dans des gazettes, dans des périodiques, donc des journaux, ces missions catholiques. On n'a rien inventé avec les newsletters aujourd'hui. Hélène Lafont-Couturier, c'était une vraie mine d'or pour monter une exposition comme ça, que d'avoir déjà les récits de l'époque qui entouraient peut-être ces objets pour pouvoir faire aujourd'hui cette exposition. C'est une source importante de connaissances, mais de connaissances
connaissance de récits des missionnaires qui sont pas forcément liés aux objets. En fait, la collecte n'est pas la mission première et c'est pas forcément sur la collecte qu'ils vont beaucoup écrire, mais leurs témoignages sont très précieux. Et alors certains développent aussi ou ont des connaissances cartographiques, géologiques, parfois de botanique, ou vision anthropologique. Et du coup, chacun dans son registre donne des informations très précieuses et qui ont servi les scientifiques en suivant. Et donc cette exposition, ces récits, c'est avant tout lié à des personnalités, celles des missionnaires. D'ailleurs, tout au long de l'exposition, il y a des portraits. Je vous propose d'en écouter un qui est proposé dans cette exposition, donc au Musée des Confluences. En 1891, à 37 ans, Alexandre Leroy parvient au sommet du Kilimandjaro après plusieurs tentatives. La carte physique et ethnique qu'il produit du massif restera longtemps inégalée. L'estimation qu'il fait de l'altitude du point culminant le mont Kibo s'avère juste à 120 mètres près. À la fois géographe, ethnographe, botaniste, dessinateur et bon écrivain, Leroy porte sur les sociétés africaines un regard bienveillant et compréhensif. Donc Monseigneur Alexandre Leroy, qui était en Tanzanie, qui était parti en Tanzanie, premier Français au sommet du Kilimandjaro, et donc ce mont Kobo qu'on a vu, une estimation quand même extrêmement fine. Il avait des croquis scientifiques, il était extrêmement méticuleux. Est-ce que, Claude Prudhomme, il y avait une démarche quasiment ethnographique pour certains missionnaires là où ils étaient ? Pour certains, c'est évident. Leroy en est un exemple remarquable, un peu exceptionnel évidemment, mais Leroy est capable aussi bien de vous représenter une ruche telles qu'elles existaient à l'époque, ce qu'aujourd'hui on ne saurait plus d'ailleurs probablement, comme une page où il y a 5 ou 6 types de coiffures féminines. Il s'intéresse vraiment à tout parce qu'il veut que ses lecteurs comprennent ce qu'est la vie de ces populations et d'une certaine manière porte le regard que lui-même porte, c'est-à-dire un regard de compréhension. Est-ce que Gaëtan Bouchard-Lachazotte, on avait ça dès le départ, ou c'est quelque chose qui s'est fait sur le tas dans les missions catholiques ? Est-ce que ça tenait à la personnalité de chacun ? C'est-à-dire que le job premier, c'était vraiment la conversion et la propagation de la foi ? Ou déjà, il y avait une démarche derrière de préciser, de collecter des données aussi d'une certaine façon sur place ? Je pense que le missionnaire est très souvent aussi un scientifique, donc dès le départ c'est un homme complet. Il va à la découverte d'une culture, une découverte de population. Mais dès l'origine, la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, qu'on appelait à l'époque Propaganda Fide, donne des directives d'ouverture aux cultures. Elle dit tout de suite attention, il ne s'agit pas de transposer nos modes de vie, notre mode d'approche de la foi dans les cultures que vous allez découvrir. Donc là, on est au XVIIe siècle, et dès le XVIIe siècle, l'Église tire un peu des avertissements. Attention, vous allez annoncer le Christ, mais il faut l'annoncer en étant en proximité avec ces cultures. Hélène Lafont-Couturier, est-ce qu'il y a des figures qui vous ont marqué, des figures missionnaires mises en avant dans cette exposition, ou peut-être des choses qui vous ont étonné à la découverte de cette exposition chez vous ? Je partage l'étonnement qu'a eu Claude Prudhomme sur le film lorsque le peuple maori demande la restitution, vient chercher les restes mortels de Monseigneur Pompalier, qui revient en fait sur la terre de sa première mission où il sera enterré. Alors ça m'a complètement surpris. Après, j'ai des missionnaires pour lesquels j'ai un attachement, soit pour l'objet qu'ils ont ramené, soit pour, par exemple, je pense à Perny, qui lui va vraiment complètement s'acclimater en fait à la Chine. D'abord, il a des facilités aussi au niveau de la langue. Il va étudier les coutumes, les pratiques des populations qu'il rencontre. Il publie il est à l'origine d'un dictionnaire en fait. Lorsqu'il officiait, il avait un bonnet chinois, et c'est le seul objet ayant appartenu à un missionnaire qui est présenté dans l'exposition. Et puis il terminera sa vie en Chine sans rentrer, et son dernier livre montre combien il était devenu chinois dans l'âme. Et il y a d'autres missions plus étonnantes aussi, Joseph Gabet et Évariste Huc, qui eux voulaient carrément convertir le Dalai Lama lui-même.
Ils partent en Chine et partent à Lhasa, au Tibet, avec cette mission. Alors, ils ne vont pas aller jusqu'à le faire, mais en tout cas, ils seront accueillis sur place et c'est aussi quelque chose qui est raconté dans cette exposition. On parlait des hommes tout à l'heure, de la place des femmes, qui parfois sont majoritaires en nombre, mais minoritaires dans les missions confiées. Je vous propose d'écouter un nouveau témoignage qui est proposé dans cette exposition sur les femmes missionnaires, justement. Marie-Françoise Perroton. Née à Lyon, elle accompagne des missionnaires maristes en Océanie. À son arrivée en 1846, elle s'établit à Wallis, puis à Futuna. Elle s'engage dans la scolarisation et la formation des filles et des femmes. Elle est d'abord regardée avec suspicion par les missionnaires, puis avec quelques compagnes qui la rejoignent, elle donne naissance aux sœurs missionnaires de la Société de Marie. Futuna, 8 mars 1859. Wallis et Futuna d'Océanie ne ressemblent guère à Wallis et Futuna de Lyon. Le seul regret que j'ai éprouvé depuis mon arrivée ici, c'est de voir que mes succès aient été si éloignés de mes espérances et de mes désirs. Je croyais en 1845... Voilà ce qu'on peut entendre dans des cloches au fur et à mesure de cette exposition jusqu'au bout du monde, regard missionnaire. Claude Prudhomme, la place des femmes, est-ce que vous pouvez nous la décrire dans l'émission ? Alors, elle n'est pas seulement importante d'un point de vue numérique, mais comme on l'a dit tout à l'heure, elles sont à la fois plus nombreuses et donc elles rendent beaucoup de services aux populations qui ont donc l'occasion de les approcher très très souvent. Et en plus, elles pénètrent dans l'univers de la maison, de la vie privée, beaucoup plus que les hommes. Parce que, en plus, dans beaucoup de ces sociétés, on n'a pas facilement, pour l'homme, c'est difficile, un missionnaire homme, d'avoir contact avec la femme, et donc on le tient un peu à l'écart de la maison elle-même. Donc du coup, on peut dire que toutes les relations de proximité avec les familles, avec la population ordinaire, se font souvent à travers les femmes. Elles ne sont pas les seules. Les hommes peuvent aussi assurer les services, ils enseignent, ils font d'autres choses. Mais je pense que massivement, on commence à le découvrir aujourd'hui. Elles ont eu un rôle tout à fait particulier, probablement bien au-delà de ce qu'on a pu évaluer traditionnellement. Peut-être un aspect aussi, un amalgame qui peut être fait entre mission catholique et colonisation. C'est abordé dans l'exposition. Comment on peut le décrire ? Parce que c'est bien différent. Alors là, ce sera l'occasion d'une conférence ultérieurement. Donc c'est un sujet extrêmement compliqué. D'abord parce que ça s'étale dans le temps. Ce qu'on a tous dans la tête aujourd'hui, la plupart des gens ont, c'est l'idée que c'est un peu Tintin encore au Congo. Le missionnaire et le colon marchent la main dans la main et le même casque sur la tête. La réalité est évidemment beaucoup plus difficile. D'abord, il n'y a pas des colonies partout, il y a des missions. La plupart, même il y a plus de missionnaires dans des pays qui ne sont pas colonisés, ne serait-ce que la Chine, le Japon, etc., que dans les pays proprement colonisés. Et d'autre part, c'est difficile d'établir une corrélation totale entre les deux. Mais surtout, c'est ça qu'il faudrait développer, qu'on n'a pas le temps de faire ce soir, c'est que ce sont deux logiques différentes. La colonisation, elle va pour établir une domination politique, commerciale, économique, etc. Elle n'imagine pas qu'un jour elle va cesser. Elle se sent, elle se vit comme une sorte de situation définitive. Le missionnaire, au moins en principe, au départ, il part pour un temps donné. Son but, c'est pas de rester, c'est de fonder ce que disent les recommandations, notamment dans le catholicisme, mais aussi dans le protestantisme dès le départ, pour fonder des églises indigènes. Évidemment, ces deux démarches qui sont tout à fait différentes, qui à un moment donné ont paru tellement convergentes que du coup, on a eu l'impression que c'était la même chose. Et puis, on verra bien qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale surtout, elles sont non pas convergentes, mais absolument incompatibles et qu'il faut choisir entre les deux. Avec le foyer de base qui comprend souvent une école et un dispensaire, mais ça, on n'aura pas l'occasion malheureusement d'en parler. Hélène Lafont-Couturier, peut-être sur cet aspect, à l'heure de la cancel culture, où on relie beaucoup les événements du passé avec les valeurs développées aujourd'hui, comment vous avez tenu à mettre en scène aussi dans cette exposition la complexité de tous ces aspects des missionnaires catholiques? En fait, cette exposition, c'est pas une exposition sur les missions. C'est une exposition sur la collection qui est liée à ces missionnaires. Donc en fait, c'est l'angle d'attaque que l'on a voulu. On a voulu vraiment offrir ce parallèle entre les récits et l'histoire des objets qu'ils choisissaient d'envoyer.
Gaëtan Bouchala-Chazotte, il nous reste 1 minute pour terminer. Cet aspect complexité, etc., est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez où on met de la nuance, justement, et qui est aussi positif, on va dire, pour les missions que vous menez même encore aujourd'hui? Moi, je trouve que c'est une chance de cette exposition que de pouvoir montrer, peut-être de renouveler notre regard sur l'activité missionnaire de l'Église. Grâce à cette exposition et la manière dont sont présentés ces objets et telles que sont racontées les histoires, on découvre bien que ce schéma un peu simpliste de lier systématiquement colonisation et mission ne convient pas. Donc c'est vraiment tout à fait intéressant de pouvoir permettre aux visiteurs de renouveler le regard sur l'activité missionnaire de l'Église. 18h55, on va parler, on va retrouver le feuilleton régional et puis si on a le temps, on vous redonnera la parole juste à la fin. Alors, pas de virgule, quatrième épisode du feuilleton, cette semaine consacré au pèlerinage que le diocèse de Lyon organisait début juin dans la cité mariale des Pyrénées. Didier Rodriguez de RCF Lyon a partagé ces quelques jours avec les pèlerins. Des merci plein le cœur, c'est donc le thème de ce 4e épisode. Action de grâce, joie dans le cœur, sensation d'avoir vécu un pèlerinage exceptionnel. Ce sont les réactions qui reviennent dans les témoignages des pèlerins du diocèse de Lyon. On écoute Thierry Dubrez qui a vécu cette semaine de pèlerinage avec un petit groupe d'une quinzaine de jeunes adultes, 18-30 ans. Elle était magnifique, très simple et en même temps très profonde. Une très belle cohésion qui s'est construite progressivement. Avec un bon brise-glace dans le bus, les 10 heures partagées ont déjà tissé des liens. Et puis après, de bons temps de louanges au matin et des petits topos sur la théologie du corps que le père Marc-Adrien nous a donné qui ont sacrément stimulé la réflexion. Une très belle rencontre avec Don Pascal de la communauté Saint-Martin sur la figure de Bernadette, à la place de laquelle il nous a proposé de nous mettre, de nous laisser interpeller par le message de la Vierge, Bernadette étant partie à Nevers. Elle avait laissé la place dans son humilité pour que nous y soyons et elle nous a fait nous poser des questions bien profondes qui nous ont sacrément engagés, donc personne n'a pu réchapper à la rencontre. Et puis après, de très beaux temps super simples, de rire, de fou rire à droite à gauche, quoi. Merci Thierry. Grand merci à vous, bonne continuation. Je vous propose maintenant d'entendre Monseigneur Olivier de Germay, c'est l'archevêque de Lyon. Il a vécu son premier pèlerinage diocésain cette année, après son arrivée à Lyon à la fin du mois de décembre 2020. Il va nous dire comment il a vécu ces quelques jours en compagnie de ces 200 pèlerins de son diocèse. Pour moi, c'était une grande joie de vivre ce premier pèlerinage avec le diocèse de Lyon. C'était un format un peu inhabituel. Mais vous savez, dans une démarche comme celle-là, c'est pas simplement le nombre qui compte, même si on est toujours content d'être nombreux. Mais c'est aussi l'authenticité de ce que nous vivons. Et je crois pouvoir dire qu'on a vécu quelque chose de fort. Vous savez, les grâces à Lourdes sont nombreuses. Elles sont pas toujours spectaculaires, mais quand on discute avec telle ou telle personne, on se rend compte qu'une personne est arrivée ici avec vraiment un fardeau très lourd à porter, avec des souffrances, des soucis, et on voit des sortes de petites résurrections intérieures, des guérisons intérieures, on voit des gens qui retrouvent la paix, qui repartent avec l'espérance, et pour moi c'est vraiment source d'action de grâce. Vous allez rentrer à Lyon. Qu'est-ce que vous allez ramener dans votre diocèse ? Je vais ramener un certain nombre de grâces que j'ai reçues ici, de cette joie partagée, de ces confidences aussi que j'ai entendues. Et puis, comme je dis souvent, quand on vit une expérience comme celle-là, il y a des choses qu'on reçoit, mais on ne s'en rend pas compte tout de suite. C'est au bout de quelques semaines, quelques mois, qu'on se rend compte que cette expérience nous a ouvert les yeux sur une réalité qu'on n'avait pas vue, enfin telle ou telle grâce qui éclose plus tard. Et c'est pour moi toujours source d'action de grâce. Alors, on vient d'entendre Monseigneur Olivier de Germay, l'archevêque de Lyon, et je suis maintenant en compagnie de Michel Mollaret. Un petit mot sur cette semaine de pèlerinage qui n'a ressemblé à aucune de celles auxquelles vous avez participé jusqu'à présent. Alors oui, effectivement, c'est vraiment du jamais vu. Ce qui est extraordinaire, ça tombe juste l'année de notre centenaire, mais c'est comme ça, il faut le vivre. Je crois qu'elle est encore passée plus vite que d'habitude. Incontestablement, nous sommes arrivés un peu tendus, parce qu'on ne savait pas ce qui nous attendait, on savait que l'organisation, que le sanctuaire se remettait en route tout doucement, qu'on était le premier pèlerinage diocésain à arriver. Donc voilà, un petit peu de tension au début, mais au fil finalement de la semaine, les choses se sont éclaircies, elles se sont simplifiées.
On m'a parlé beaucoup de cérémonies plus intimes, plus priantes. Et ça, pour un pèlerinage, c'est formidable à vivre. Et suite et fin de ce pèlerinage du diocèse de Lyon à Lourdes, ce sera demain dans le dernier épisode du feuilleton, signé Didier Rodriguez à la même heure. Voilà, c'est ainsi que se termine cette émission spéciale depuis le musée des Confluences de Lyon. Je remercie particulièrement tous les membres de l'équipe du musée pour leur accueil. Un grand merci à nos 3 invités également autour de la table ce soir et à la technique. On remercie bien sûr Hugo Vincent et Benoît Lotte. L'exposition Jusqu'au bout du monde, regard missionnaire, c'est à voir au musée des Confluences à partir de demain et jusqu'au 8 mai 2022. À suivre, c'est le journal de RCF National. Quant à nous, le 18-19 revient demain en studio avec la dernière émission avant le premier tour des élections régionales. L'occasion de recevoir notre dernière candidate tête de liste, la socialiste Najat Vallaud-Belkacem. Excellente soirée et à demain 18h10. Ciao.